tout de suite que, exactement, la présentation va être enregistrée parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas se joindre à nous ce soir. Alors, en l'enregistrant, ben, à ce moment-là, je vais pouvoir partager le lien. Alors, si jamais vous avez des gens autour de vous qui vont avoir manqué ma super présentation, vous pourrez me demander de vous envoyer le lien, puis je vais être en mesure de vous partager. OK? Il n'y aura pas de secret d'État, pas de droit réservé, rien là-dedans. Tout le monde va pouvoir partager cette présentation-là avec des gens qui pourraient être intéressés. Avant de commencer, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Claude Ziska, Z-I-Z-K-A. Je suis copropriétaire d'Expédia Croisière avec mon mari Sylvain Chevalier. Pour faire une histoire courte, on avait magasiné un projet de retraite, jadis, il y a plus que 10 ans. Et dans les projets qu'on avait, attendez, je vais vous partager mon écran, ça va être encore mieux. Ici, share. On va commencer à partir du début. Vous voyez bien? Faites-moi oui. Là. Tout le monde voit bien? Dans les projets qu'on avait, on avait une espèce d'objectif commun qu'on voulait atteindre. Puis aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu une image qui représente cet objectif-là, puis je l'ai rajouté dernière minute à la présentation. Et c'est celle-là. My goal in life is to build a life I don't need a vacation from. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une version francophone, je m'excuse. Je ne trouvais pas une façon de bien traduire ça. Alors, on s'est lancé avec notre passion du voyage dans le voyage, évidemment. On a ouvert une agence de voyage. Il y a eu plein d'autres projets moins intéressants que je vais vous épargner les détails. À partir de là, on a pris une sage décision, une excellente décision. C'est de se joindre à une bannière dont la réputation n'est plus à faire, Expedia. Tout le monde connaît Expedia. On est Expedia Croisière, mais on est dans la grande famille d'Expedia, donc pas juste des croisières, ça peut être des voyages tout inclus, on a les assurances, location voiture, hôtel, tout le tralala, mais ce n'est pas le but de la présentation de ce soir. Je vais passer par-dessus ça très vite parce que j'ai beaucoup de choses que je veux vous dire. Quand on a ouvert l'agence, on avait une bucket list, une liste de choses qu'on voulait faire qui était très longue. On a commencé à faire des petits voyages, à rencontrer des gens intéressants qui nous ont suivis d'un voyage à l'autre. Vous savez qui vous êtes. Puis, top de cette bucket list-là, de cette liste de souhaits-là, était Galapagos. Qu'on a fait en janvier cette année avec une gang. En fait, ça a été un voyage qui a dépassé mes attentes, vraiment. Une expédition qui s'est très bien déroulée, qui nous a amené à se dire, il faut qu'on fasse d'autres voyages aussi tripants que celui-là. Je peux vous garantir à 5000 % qu'Antarctique ne faisait pas partie de cette bucket list-là quand on a ouvert l'agence. On est tous des Québécois. On vit dans la neige, on connaît la glace, on n'a pas le goût d'avoir froid. J'avais zéro l'intention d'aller là un jour. Alors, pourquoi je vous parle de ça ce soir? C'est un peu le contraire. Dans un des voyages qu'on a fait dans la dernière année et demie, depuis la reprise des voyages, on a, dans un temps où est-ce qu'on avait à attendre à l'aéroport, on a tout le temps du temps à perdre dans un aéroport, je suis tombée sur une magnifique revue de National Geographic. Super photo, peu de mots, beaucoup d'images, qui présentait le top 100 des endroits à voir dans une vie. Les endroits
les endroits wow à voir. Évidemment, Galapagos était dedans. Il y avait les îles Kimberley. Je ne pourrais pas vous sortir la liste par cœur. Malheureusement, je n'ai pas été assez fine pour acheter la juste de revue. Je le regrette encore aujourd'hui. Je la cherche, je ne la trouve pas, même sur Internet. Mais en top de liste, en tête de la liste, Antarctique. Hein, pour vrai? C'est comme, ah ouais, qu'est-ce qu'il peut avoir de wow en Antarctique? Quand est-ce qu'on s'intéresse à l'Antarctique pour vrai? J'avais aucune idée. Mais le peu de mots qu'il y avait dans la présentation, ça a été assez pour aller chercher le petit côté curieux que j'avais. Puis à partir de ce moment-là, je me suis inscrite à des webinaires. Un qui est super intéressant, que j'ai partagé avec quelques-uns d'entre vous, est donné par Pona, qui fait des expéditions, des croisières d'expédition. Je me suis inscrite avec Quark, je me suis inscrite avec Hurtigruten, je me suis inscrite avec Name tous les tours opérateurs qui donnaient des webinaires pour informer les gens sur une zone, une région qu'on ne connaît pas beaucoup, en tout cas que je ne connaissais pas beaucoup. Je me suis acheté des livres. J'ai passé à travers des livres pour me renseigner sur la région. Je me suis inscrite à des pages Facebook de clients, des clients qui sont allés dans cette région-là. Il n'y a rien de mieux sur ces pages-là d'avoir la vraie affaire. Ce n'est pas personne qui essaye de te vendre sa salade. C'est des gens qui ont vraiment vécu l'expérience d'aller en Antarctique qui en parlent à d'autres. Je ne leur ai jamais dit que j'étais propriétaire d'une agence de voyage, puis je posais mes questions à gauche, à droite. Là-dessus, il y en a un en particulier qui est allé 5 fois. Il est allé 5 fois en Antarctique. Juste ça m'a jeté en bas de ma chaise. J'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui l'intéressait. J'ai même appelé des gens que je connais. J'ai la chance d'avoir un cousin qui est photographe professionnel, qui vit à Banff et qui prend des photos magnifiques. D'ailleurs, j'ai eu la permission d'en utiliser quelques-unes pour cette présentation-là, avec des droits d'auteur que j'ai le droit d'utiliser, qui lui donne des cours de photographie, puis parfois ils vont dans cette région-là pour leur cours organisé. C'est un groupe, c'est super intéressant. Puis tous s'entendent pour me dire que même si je donnais la meilleure présentation possible, je ne serais jamais capable de, même les meilleures photos, les meilleures vidéos, de rendre vraiment justice à l'Antarctique. Je vais essayer de vous présenter qu'est-ce que je suis allée chercher comme information, qu'est-ce que j'ai réussi à négocier, parce que je me suis fait faire beaucoup de soumissions par à peu près tout ce qu'il y avait de disponible comme tour opérateur. Encore une fois, Expedia nous donne une marge de manœuvre, pouvoir d'achat qui est plus grand que si on était Sylvain et Marie-Claude Voyage, deux illustres inconnus. Moins maintenant, ça fait quand même 10 ans qu'on est là-dedans, mais au point de départ, on ne l'était pas. Alors, je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai réussi à avoir. Ça vous engage absolument à rien. Moi, j'y vais d'une manière ou d'une autre. Mais si j'ai la chance d'avoir des gens qui veulent se joindre à nous, tant mieux. Mais de toute façon, vous aurez eu l'information. Alors, je vais continuer. Changer de diapo. Pourquoi ça ne change pas? Ah, je l'ai. L'Antarctique. Bon, le mot Arctis en passant, ça vient du grec qui veut dire ours. Antarctique veut dire sans ours. Alors, si on veut aller en Antarctique pour rencontrer des ours polaires, on n'est pas sur le bon côté de la planète. Il n'y a pas d'ours polaires en Antarctique. C'est une superficie de 14 millions de kilomètres carrés. Juste pour vous donner une idée, le Canada, c'est 9,9. Les États-Unis, 9,4. C'est quand même immense comme continent. C'est le 5e plus gros.
D'autant plus que sa dimension varie d'été en hiver, parce qu'en hiver, avec la banquise, c'est comme si sa superficie doublait. Fait que c'est quand même un très gros continent. Antarctique, Arctique, c'est deux pôles complètement différents, parce que l'Antarctique, c'est un continent entouré d'un océan, tandis que l'Arctique, c'est un océan entouré de continents. Donc, en Arctique, on est au niveau de la mer, on va avoir un climat qui va être un peu plus tempéré qu'en Antarctique, où est-ce qu'on est en montagne, enseveli de glace. En fait, tellement enseveli que c'est 99,82% du continent qui est sous la glace, représente 90% de la glace de toute la Terre. Selon où est-ce qu'on prend l'information, c'est entre 70 et 75% de l'eau douce terrestre. Si cette glace-là fond demain matin, le niveau de l'eau va augmenter de 60 mètres, hypothétiquement. Fait que tous ceux qui restent sur le bord de la mer vont être sous la mer s'il fallait que tout ça fonde demain matin. Là, à cause que je suis en Zoom, je n'ai pas mon mode présentateur. Alors, je veux être sûre que j'ai mes notes pour absolument rien oublier. Suivante. L'Antarctique est plus souvent accessible à partir d'Ushuaia, qui est en Amérique du Sud, la ville la plus au sud en Amérique du Sud. Il y a d'autres places que qu'on peut partir, mais plus souvent qu'autrement, c'est Ushuaia. Sinon, ça serait Montevideo en Uruguay ou Punta Arenas au Chili. La température moyenne, évidemment, en été, 0 à 5 degrés. Il faut s'entendre que l'été de l'Antarctique est dans notre hiver à nous. Et ils ont 6 mois de noirceur et 6 mois de clarté. Un peu comme quand tu t'en vas beaucoup plus au nord, en Norvège ou en Alaska, dans les pays nordiques. Quand est-ce que c'est une bonne idée d'aller en Antarctique? Évidemment, ce n'est pas en hiver. À moins que ça vous tente de voir. Il y a des expéditions spéciales qui sont organisées pour aller voir les manchots empereurs. Je me mets tout le temps entre les royaux et les empereurs. Les manchots empereurs qui sont vraiment sur le continent, qui se reproduisent en hiver. Je fais attention à ce que je dis parce que je sais que j'ai 2 biologistes sur ma présentation, puis ils vont écouter ce que je dis. Puis je vais peut-être me faire passer des commentaires après. Je m'excuse en avance, Rachel et Michel, si j'ai dit des choses qui n'ont pas de bon sens, mais je pense que je me suis bien renseignée avant. Alors, la saison d'été pour l'Antarctique, l'été austral, ça part novembre jusqu'en mars. Puis dans ces voyages-là, les tours opérateurs qui organisent des voyages dans ces périodes-là, il y a comme trois saisons dans la saison d'été, qui est la première qui est mi-décembre, mi-novembre à mi-décembre, qui est un peu leur fin d'hiver où est-ce que tout est immaculé, blanc, pas de pollution, pas vraiment de traces de chemin d'animaux, pas de traces d'humains non plus qui sont passés parce que pas grand monde s'entend aller là l'hiver. Peut-être moins intéressant pour nous, Québécois, qui connaissons un peu ce temps-là de l'hiver intense. Mi-décembre, mi-janvier, c'est là où on va avoir le plus de bébés animaux, les bébés manchots, à part les empereurs, et les bébés phoques qui vont être présents. On va avoir les baleines qui vont arriver aussi. Il faut s'entendre que l'océan Sud qui entoure l'Antarctique, c'est un océan qui est riche, très, très riche, en une sorte de crevette qui s'appelle krill, qui va nourrir les baleines. Puis les baleines vont être là en hiver, donc notre hiver à nous, mais leur été à eux. Ça vient mélanger à dire en hiver ou en été, parce qu'on est à l'envers.
Puis fin janvier jusqu'à mars, c'est comme la fin de saison dans ces régions-là. Il y a une grande quantité de mammifères qui vont être présents. Les bébés vont être un petit peu plus vieux. Là, ils vont apprendre une autre étape de leur éducation, si on veut. Fait que la saison idéale, à mon sens, avec toutes les informations que j'ai glanées, janvier, février, même fin janvier, c'est pas mal le spot le plus intéressant pour se rendre en Antarctique. Suivant. Avant de parler voyage, il faut d'abord dire que l'Antarctique, ça appartient à aucun pays. Ça ne veut pas dire que personne ne le revendique. Il y a quand même 7 pays qui ont. Il y a de l'histoire en arrière de ça, là, des grands explorateurs qui ont découvert l'Antarctique jadis dans les années 1800-1900 et qui revendiquent une partie du pays, entre autres la Norvège, l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine et le Royaume-Uni. Mais en 1959, il y a un traité qui a été signé par 12 pays qui décrète que l'Antarctique est une terre de paix et de science. De paix, ça veut dire que c'est démilitarisé, ils n'ont pas le droit de faire des essais nucléaires, d'avoir une base militaire. Aucun pays a le droit. Aucun pays peut, même s'il revendique, être désigné comme propriétaire de l'Antarctique. Science, parce qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de bases de recherche qui se font en Antarctique encore aujourd'hui. En été, il y a à peu près entre 4 000 et 5 000 chercheurs qui sont en Antarctique. Puis en hiver, ça descend à 1 000. Il y a moins de braves qui veulent aller faire de la recherche en Antarctique en plein hiver. Et ce traité-là sert à mettre des règles, si on veut, d'entente. Donc, pas de militaires, protection de l'environnement, des règles du jeu pour l'ensemble des pays membres de ce traité-là, si on veut. Avec l'intérêt pour les tours opérateurs qui s'est développé avec les années, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à visiter l'Antarctique. Il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle l'IATO, International Association Antarctica Tour Operator. Cette association-là sert à mettre des règles du jeu afin de protéger l'environnement en Antarctique à tous les tours opérateurs qui veulent aller là-bas. Donc, tu ne débarques pas là comme tu veux. Entre autres, il y a des exigences sur qui peut organiser des voyages. Ça prend 75% du personnel qui organise un voyage en Antarctique qui est déjà allé en Antarctique. Ça prend des règles de gestion. Les navires qui vont là doivent être capables d'être autonomes, donc 0 déchet sur place. Avoir des règles environnementales qui sont quand même élevées. Ça, c'est des choses qu'on peut tous aller consulter là, sur l'Internet. L'IATO met ces informations-là disponibles. Fait que les gens, les croisiéristes ou les tours opérateurs qui adhèrent à l'IATO acceptent d'avoir un système de repérage sur leur navire pour qu'on sache en tout temps ils sont où. Et ils s'organisent entre eux pour ne pas être 2 navires au même endroit, au même moment. Donc, il n'y a jamais 4 navires qui vont être à une place pour aller voir quelque chose. D'autant plus qu'ils ne permettent pas de débarquer plus que 100 personnes à la fois. Donc, si un navire a, il y a 4 classes, il y a de 13 à 200 passagers, de 200 à 500, 500 et plus, et moins que 12. Moins que 12, c'est des yachts qui ne vont pas être nombreux à aller là.
De 200, de 12 à 200, à ce moment-là, ça, c'est les navires qui vont être idéaux parce qu'on s'entend que quand on a la permission de débarquer 100 à la fois, si on est 500, ça va être plus long avant que ton tour vienne que si on est moins que 200. Ça veut dire qu'il y a des navires qui ont la possibilité d'avoir, mettons, 264 passagers qui vont limiter, ils vont faire par exprès pour limiter leur nombre de passagers à moins que 200 quand ils vont en Antarctique. Pour justement faciliter l'expérience sur place. Donc, là, je vous ai dit, il faut qu'ils soient capables d'être autonomes, il n'y a aucun déchet, la gestion de leur eau usée, de leurs déchets et de tout ça. Il faut qu'ils n'ont pas le droit de débarquer plus que 100 personnes à la fois. La plupart de ces navires-là ont un système de positionnement dynamique, donc aucune ancre qui est jetée pour s'accrocher où que ce soit. Je ne veux pas vous faire toute la liste, mais je vais vous faire savoir qu'il y a le bon terme, c'est concern en anglais, là, mais il y a une attention particulière qui est faite pour protéger l'environnement. Quand on est allé en Antarctique, quand on va en Antarctique, il y a une équipe, quand on est allé au Galapagos, ce que je veux dire, il y a une équipe de naturalistes qui nous suit, qui s'assurait aussi, ça c'est une des règles, de la distance qu'on a le droit de s'approcher des animaux. Ça arrive des fois que c'est les animaux qui viennent vers nous parce que la beauté de ce genre de voyage-là, c'est que c'est des endroits où les animaux n'ont pas été chassés. Donc, ils n'ont pas appris à avoir peur de l'homme. Fait que si on s'assoit à Califourchon sur la neige, peut-être qu'il y a un manchot qui va être intéressé venir voir de quoi on a l'air de proche. Un peu comme dans Galapagos, j'étais dans l'eau, il y a un lion de mer qui est venu s'installer juste à côté de moi. Là. Fait que, les naturalistes, ça fait partie des règles de l'IATO, vont s'assurer qu'on respecte ces règles-là je m'excuse, distanciation avec la faune. Ça m'amène à vous faire une parenthèse nécessaire. Quand on va en Antarctique, en expédition, il y a un itinéraire, mais il n'y a pas d'itinéraire. Le capitaine va ajuster l'itinéraire en fonction de qu'est-ce qu'il y a à voir quand et quelles sont les conditions météo à l'endroit où on est. Je vous fais un exemple. On revient d'Alaska dans une croisière d'expédition et passe une famille d'orques à bâbord. Le capitaine a modifié notre itinéraire pour qu'on puisse s'approcher. On s'entend, là, on s'approche, mais on ne s'approche pas, là, des orques pour pouvoir les voir plus facilement. Ce qu'un gros navire de 4000 passagers ne pourra jamais faire. L'Antarctique, c'est un peu une expédition comme ça aussi. L'itinéraire va être en fonction de c'est quoi les conditions, les icebergs, comment on peut naviguer d'un endroit à l'autre, qu'est-ce qu'il y a à voir, quand, et qui est où pour pas que tout le monde soit au même endroit au même moment. Ça m'amène à vous faire la distinction entre une croisière d'exploration et une croisière d'expédition. Expédition, petit navire, 500 passagers et moins, où est-ce qu'on peut débarquer en Zodiac pour aller, parce qu'on s'entend que sur la péninsule de l'Antarctique, il n'y a aucun quai, là. Hein? Il n'y a pas de port, il n'y a pas de petites boutiques pour vous vendre des cossins, là. Donc, les navires sont en positionnement dynamique. Donc, c'est tous des navires de 500 passagers ou moins où on débarque en Zodiac quand les conditions le permettent. Versus à gauche, il y a des compagnies qui vont vous dire qu'ils vont en Antarctique, donc ce sont plus des croisières d'exploration qui n'iront pas plus loin qu'Elephant Island dans les Falklands. Ils vont s'approcher de l'Antarctique, mais ils n'iront pas en Antarctique et ils ne vont surtout pas débarquer personne.
Fait que c'est pas du tout la même expérience. Fait qu'il faut faire attention quand on magasine, pas la même expérience, c'est pas le même budget non plus. OK? On va se dire les vraies choses, là. Un navire à 2800 passagers, l'itinéraire que j'ai mis là, c'est sur un Celebrity qui a 2850 passagers. Il n'y a personne qui va débarquer en Antarctique. OK? Fait que ça, c'est une distinction qui est importante à faire. Pourquoi l'Antarctique? Ah, le vif de mon sujet. Premièrement, il y a beaucoup d'histoires. Je ne voulais pas toutes compter parce que Léna va savoir à qui je fais allusion avec ce que je vais dire prochainement. Un discours ou une présentation doit être assez long pour couvrir le sujet, mais assez court pour garder l'intérêt. Joke plate, qui fait référence à la jupe d'une femme, d'un de nos anciens associés. Fait que je ne veux pas trop vous en dire. Je veux vous piquer votre intérêt, mais je ne veux pas voler le punch de tous les naturalistes vont avoir à raconter. La première chose, c'est suivre la trace des grands explorateurs, l'histoire des expéditions qui ont été organisées jadis avec des gros voiliers. On était loin d'avoir les navires qu'on a maintenant qui sont super équipés de stabilisateurs, de cabines confortables qui vont faire en sorte que l'expérience, entre autres, du passage de Drake, j'en ai pas parlé, mais je sais qu'il y en a qui ont ça dans leur tête. Fait que je vais faire une petite parenthèse. Le passage de Drake sur le genre de navire, évidemment, c'est quand même une mer qui peut être très, très houleuse dans 60% des cas. 40% des cas, ça va être le Drake Lake. La mer va être très calme versus le Drake Shake. Mais le Drake Lake, à toutes les personnes à qui j'ai parlé qui sont allées en Antarctique disent que c'est quand même une belle expérience à faire et c'est surtout le paradis des oiseaux. Fait que les gens qui sont des passionnés d'oiseaux vont avoir la chance de voir beaucoup d'albatros, semblerait, dans le passage de Drake. Nous, quand on est allé au Galapagos, on était à la fin des bébés albatros, puis on a eu la chance d'en voir peut-être 2 ou 3 qui n'étaient pas encore capables de voler. Et on en a vu un qui volait, là. Fait que c'est pas la même chose comme en Antarctique où on risque d'en voir pas mal plus. Donc, le premier wow d'aller en Antarctique, c'est de faire un peu le chemin que ces grands explorateurs-là ont fait il y a des centaines d'années pour découvrir le grand continent blanc. Deuxième chose, c'est définitivement un paradis pour photographes. Je pense que j'ai dit la même chose au Galapagos. Ça se peut que je radote, mais il semblerait que c'est vraiment un paradis pour les photographes et tous les gens qui sont allés sont unanimes là-dessus. Même leurs meilleures photos ne rendent pas justice à l'Antarctique, même les meilleures vidéos. Proximité d'une faune abondante, un peu comme Galapagos, il fallait faire attention où on mettait les pieds parce qu'on avait la possibilité de carrément marcher sur un lion de mer, un crabe, un nid d'oiseaux, il y en avait partout, c'est pas compliqué. Tu sais, je vous ai dit tantôt qu'on est allé en expédition en Alaska, on revient de là. Et à chaque présentation que les naturalistes faisaient, naturalistes, pas pareil, hein, naturalistes nous ont fait, ils nous ont tous dit, ah, on ne peut pas vous promettre qu'on va voir des animaux. On ne peut pas vous promettre qu'on va voir des animaux. On peut pas, ils ne peuvent pas nous promettre qu'on va voir des animaux. Ce qui n'est vraiment pas le cas ni au Galapagos ni en Antarctique. Là. Si on n'en voit pas, là, ça va vraiment être anormal. Il y en a beaucoup. L'océan du Sud est très riche en nourriture. Il n'y a pas beaucoup de prédateurs, en tout cas, toujours pas les humains. À ce moment-là, on va en voir beaucoup. Cimetière d'iceberg.
Évidemment, les icebergs, c'est un peu comme des sculptures sur glace. Il y en a partout et tu pourrais aller 5 fois en Antarctique, puis ça ne sera pas le même paysage, les mêmes icebergs, les mêmes possibilités de photos qu'on va pouvoir prendre. Voyage très éducatif, parce qu'en expédition, il y a une équipe de naturalistes qui sont là. D'ailleurs, Pona, dans leur présentation, ont fait le meilleur commentaire possible pour expliquer ça. Sans les naturalistes, une croisière en Antarctique serait seulement une belle balade en mer. Alors que c'est pas ça le but, c'est d'aller apprendre quelque chose. Et comme il y a beaucoup de scientifiques, il va avoir un ornithologue, il peut avoir un glaciologue, il peut avoir... nous, on avait quelqu'un qui était très bon en géologie, qui était avec nous au Galapagos. Il y a toute une équipe qui est là et c'est pas juste la destination, c'est aussi the journey, c'est le chemin pour se rendre parce qu'on n'est pas à attendre de se rendre en Antarctique. On a des présentations pour nous renseigner sur ce qu'il y a à voir, sur ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à regarder quand on va en Antarctique. Puis le point le plus important, je dirais, c'est que c'est une région qui est difficilement visitée mieux qu'en croisière. Il y a des endroits qui ne... Il n'y a pas d'hôtel en Antarctique, on ne peut pas y aller autrement, là. Okay? Même chose Galapagos, même s'il y a certaines îles qui ont des hôtels, tu ne verras jamais l'expérience Galapagos aussi complète qu'en croisière, que tu navigues d'une île à l'autre pour voir les différents faunes, paysages à voir d'une place à l'autre. Même chose en Alaska. Il y a des hôtels en Alaska, mais tu ne pourras pas naviguer dans les fjords et prendre des tonnes de photos sur le paysage qui passe devant toi. Là. Fait Antarctique, c'est une des destinations qui se visite le mieux, presque exclusivement en croisière. Bon, j'ai des délais encore. Ça s'en vient. Ah, OK. Paradis de la photo. J'en ai choisi quelques-unes. J'en avais beaucoup trop. Je radote, même si je vous montre les plus belles photos, possiblement que ça ne rendra pas justice au feeling. Imaginez, les gens sont dans un zodiaque, puis regardez la grosseur de la montagne qu'il y a à côté d'eux. Wow! C'est vraiment, c'est gigantesque, c'est monstrueux. On s'entend, l'Antarctique, c'est très, très, très montagneux. Hein? Nous, on va juste sur une petite portion qui est la péninsule de l'Antarctique, mais le côté ouest, il y a à partir de la pointe de l'Amérique du Sud, si on regarde par en dessous la pointe d'Amérique du Sud, l'Antarctique est divisé par un peu comme les montagnes des Andes ou les Rocheuses qui divisent la portion est, la portion ouest. La portion ouest est plus grosse, mais les sommets sont quand même très élevés et sont écrasés carrément par l'épaisseur de la glace. Une autre photo. La glace, la vraie couleur de la glace, ça devrait être bleu. On la voit blanche parce qu'il y a de l'air. Mais plus on descend dans les épaisseurs du glacier et que la pression du poids fait que l'air est comprimé, si on veut, la vraie couleur de la glace va être bleue. Fait que plus le glacier est vieux, plus il y a des années de compression, plus on va voir du beau bleu dans les images. J'en ai choisi quelques-unes, là, mais en passant, la plupart des photos me viennent de Paul Ziska. Comme je vous disais, si vous voulez aller sur sa page Facebook, Paul Ziska Photographie,
Il y a des photos, moi j'en ai juste choisi quelques-unes, magnifiques. Encore une fois, je vais passer quand même rapidement. Un iceberg avec un minuscule oiseau. Demande-moi pas quelle sorte, Rachel, je ne sais pas. Abondance de faune. Nos amis les manchots, plusieurs sortes de manchots. Il y en a qui vont être plus difficiles à voir. Je vous l'ai dit, les empereurs qui vont être trop au sud dans l'Antarctique pour ce que nous, on est capable de se rendre, à moins de se payer une croisière qui est nettement plus dispendieuse. Commandant Charcot de Ponant, qui est équipé d'équipements brise-glace qui peut se rendre dans ces endroits-là, mais qui est un autre monde côté budget, là. Déjà, on n'est pas dans des voyages qui sont facilement accessibles. On sort de ça complètement, là. Alors, j'ai mis quelque sorte avec les photos de manchots. Je suis toujours tentée d'aller dire pingouins parce que dans tous les livres, ils écrivent pingouins, mais ce sont des manchots avec quelques photos. Ça, c'est même pas des photos qui sont prises avec un objectif pour les rapprocher, là. Ça veut dire que l'animal n'est pas loin de la personne qui prend la photo. Ça doit être assez belle. Elle est vraiment jolie. Pris au moment où il sort de l'eau. Ça, il y en a quand même considérablement beaucoup. Considérablement beaucoup, c'est ça que je viens de dire. Donc, si on pense que peut-être qu'on n'en verra pas, on va penser encore. L'autre animal qu'on risque de voir beaucoup, c'est le phoque. Phoque, il y en a plusieurs. Léopard. Plusieurs sortes, encore une fois, il y en a qui vont être plus difficiles à voir. Ça, c'est une photo, c'est un iceberg avec de l'eau dans le milieu, parce qu'il y a comme deux portions sur ce iceberg-là, et on voit les phoques qui sont en train de se baigner en plein milieu du iceberg. D'un peu plus proche, d'encore plus proche. Ils ont l'air de ne pas manquer de bouffe, hein? Quand même bien engraissé, le petit ami. D'autres animaux qu'on peut voir facilement, c'est les baleines, surtout au moment où on planifie y aller. Donc, les orques, les baleines à bosse, les cachalots, baleines bleues plus rares. Les orques sembleraient très nombreux dans cette région-là. Les oiseaux, j'ai parlé d'albatros tout à l'heure. Il y a des oiseaux que je n'ai pas trouvé les noms en français, fait que je m'excuse s'ils sont encore en anglais. Oh, attends, j'ai oublié de dire, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il y a toujours bien au moins 250 sortes de poissons. Et j'étais toute fière d'annoncer à Rachel qu'il y avait des poissons en Antarctique qui avaient développé un glycopeptide dans leur sang pour éviter de geler, finalement. C'est un antigel. Puis Rachel de me dire, mais on en a dans le Nord aussi. OK. Je ne le savais pas. Fait qu'il y a évidemment, l'eau va geler en Antarctique à moins 1,9, l'eau salée, 1,9 degrés Celsius. Et il va quand même avoir, dans certains endroits, jusqu'à 6 pieds d'épaisseur de glace. Fait qu'il faut quand même que l'hiver, il fasse froid pour avoir de la glace à cette importance-là, là. Fait que oui, il y a des oiseaux, malheureusement, des poissons, c'est-à-dire, malheureusement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va réussir à voir parce que ça m'étonnerait qu'on aille faire de la plongée en Antarctique, comme on en a fait au Galapagos. Je vous ai dit que j'ai fait un gros travail de soumission avec plusieurs fournisseurs pour voir comment je pouvais avoir le meilleur deal, pareil comme j'ai fait en Galapagos. En Galapagos.
Je me suis fait faire un paquet de soumissions, j'ai magasiné, j'ai marchandé. Et c'est drôle parce que c'est un client qui m'a suggéré la compagnie que j'ai choisie. Puis je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie. En fait, il y a dans les compagnies d'expédition, il y a des compagnies de luxe et il y a des compagnies, je ne veux pas dire ordinaires parce qu'ils ne sont pas ordinaires, là, sont quand même relativement luxueuses. Atlas se positionne actuellement, c'est un client qui m'a suggéré cette compagnie-là, lui il est allé 5 fois et son coup de cœur a été avec cette compagnie-là. Il est allé avec Ponant, il est allé avec Silversea, il est allé avec Hurtigruten, Atlas, puis la 5e, je ne m'en rappelle plus. La beauté de la chose, c'est qu'Atlas, comme ils sont relativement jeunes dans le monde de la croisière, ils ont placé leur prix pour être compétitifs, alors qu'ils pourraient très bien être dans le grand luxe. Alors, c'est ce qui m'a donné la possibilité d'avoir une soumission qui avait, malgré tout, comparé aux autres, beaucoup de bon sens. On est allé en Alaska avec Hurtigruten. J'ai adoré mon expérience. C'était vraiment très bien. Par contre, leurs navires ont 500 passagers. Et ma limite psychologique pour aller en Antarctique, c'est vraiment en dessous de 200. Alors, mon objectif, c'était de réussir à avoir une compagnie qui nous offrirait 200 et moins à un prix de 500 et plus. OK? L'expérience qu'on peut avoir quand on va en Antarctique, oui, la croisière, oui, on débarque en Zodiac, on va pouvoir débarquer à des endroits, mais il y a aussi la possibilité de faire du kayak, de faire du paddleboard et de se baigner si ça vous tente. Ça dépend si vous êtes brave. Moi, je ne suis pas sûre que je suis brave. Je peux juste vous tenter un peu. Photo prise juste avant de tomber à l'eau. Vous voyez que les gens sont attachés quand même, là. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, c'est drôle, il n'y a aucune photo du après. C'est vraiment vrai. Peut-être que la photo du après serait une monumentale grimace où tu n'as pas le temps de les voir parce qu'ils courent se réchauffer à l'intérieur. En passant, je voulais faire la joke, c'est un plongeon obligatoire, puis finalement, je ne la ferai pas. C'est pas obligatoire, c'est très facultatif. Je pense même pas que je vais être assez brave pour faire ce genre de choses-là. L'équipe d'expédition est super importante. OK? C'est un des wow. Je vous parle encore d'Alaska, ça a vraiment été très intéressant. On a eu des présentations sur les glaciers, on a eu des présentations sur la forme des montagnes, on a eu des présentations sur les animaux, sur les oiseaux, sur les ours, il y avait un passionné de baleines qui était un des naturalistes. D'aller en Antarctique sans avoir ces gens-là, ça n'a pas la même valeur parce que ces gens-là vont avoir la possibilité de nous partager plein de connaissances, plein d'informations intéressantes pour aller chercher le maximum de cette destination-là. Fait que là-dessus, vous allez voir, il y a un historien, il y a des photographes, il y a toutes sortes de monde qui sont là pour nous accompagner. Quand on va en Antarctique, même dans les expéditions générales, la plupart du temps, le parka, le manteau est fourni et les bottes aussi. Les bottes, on ne les garde pas. C'est des bottes imperméables, c'est des bottes, il y a une station sur le navire pour les nettoyer avec des brosses pour éviter qu'il y ait une contamination d'une colonie à l'autre. Il y a tout un procédé à faire quand on embarque et on débarque du navire. Fait que l'équipement est fourni par le croisiériste, que ce soit Atlas ou n'importe quel autre, c'est les mêmes règles du jeu. Par contre, le parka, le manteau, on va le garder.
on le garde, on le ramène avec nous. J'imagine que pour eux, avoir la belle couleur que le parka a, ils n'ont pas de difficulté à nous retracer, à nous ramener à bon port à la fin de chaque sortie qu'on va faire. Je voulais vous parler rapidement de cette compagnie-là. 186 passagers, donc moins que 200, c'était mon objectif. Quand même, il y a une salle de spectacle pour les présentations. Il y a un piano-bar, quand même, la piscine va être chauffée. Piscine spa, il y a un gym, il y a un pont d'observation extérieur ou un pont d'observation intérieur. Je vais vous montrer rapidement pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Oh, j'avais mis des effets. Bon, ça, c'est la classe du navire, moins intéressant. Il y a un gym, piscine chauffée, pont d'observation extérieur. Il y a un spa à l'intérieur avec vue sur la mer. Fait que tu peux être dans le sauna ou dans les lits chauffants et voir à l'extérieur. Ce qu'on a fait en Alaska, encore une fois, il y avait un sauna et on pouvait voir passer tous les paysages du fjord devant nous en étant bien installés à la chaleur. Des photos rapidement, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Il y a un lounge, plan du lounge, salle de spectacle pour les présentations des naturalistes qui vont nous faire. Et ça, c'est le pont d'observation. Comme vous pouvez voir, c'est vitré du plancher au plafond, pratiquement à 180-360 degrés. Fait que peu importe, on peut être assis à l'intérieur et voir ce qui se passe si on n'a pas le goût d'être à l'extérieur. Plusieurs restaurants, tous inclus. Il n'y a pas de restaurants qui sont non inclus. On peut même manger dans la cabine si on préfère être tout seul. Encore une fois, fenestrer, le but, c'est de voir le paysage, de voir qu'est-ce qui se passe parce que souvent, nous, on soupait, on tournait nos chaises vers la fenêtre, puis on avait les longues vues, fait que si un loutre qui passait, oups, on pouvait la regarder passer. On a vu une île avec beaucoup de, je ne sais pas le nom en français, puffins, sorte d'oiseaux. Et on soupait, mais on regardait vers l'extérieur. Fait que c'est important d'avoir une vue. Ce qui a peut-être manqué un peu dans notre expérience Galapagos, parce qu'on était en dessous, mais on soupait tellement tard qu'on n'avait pas besoin de voir dehors, il faisait déjà noir. Type de cabine, je ne les ai pas toutes mis, il y a des méga suites, mais disons que les cabines pour les gens ordinaires comme nous. Balcon. On peut avoir aussi un balcon horizon que la fenêtre du haut descend et ça devient une rampe. Donc, c'est comme si le balcon est dans la cabine. La beauté de ça, ça a l'air niaiseux, là, penser qu'on s'en va en Antarctique, il va faire tellement froid qu'on n'ouvrira pas la fenêtre. Il y a eu des nuits, plusieurs nuits en Alaska où il faisait 0 et on a dormi la porte ouverte à tous les soirs. D'entendre les vagues, d'avoir l'air frais, là, c'est vraiment vivifiant. C'est très agréable. Mais de toute façon, il y a aussi vue mer. Ils ont même des cabines pour les gens seuls qui voudraient vouloir venir seuls sans qu'il y ait un supplément 200% pour personnes seules. Une autre photo que je trouvais magnifique. L'itinéraire, moi, j'ai choisi en 2025. Pourquoi? Parce que, je veux me donner le temps et donner le temps à tout le monde de ramasser les sous. Les itinéraires de 2025 ne sont pas encore sortis avec Atlas. Ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont garanti un prix
Et si, quand l'itinéraire va sortir, le prix est plus élevé que ce qu'ils anticipaient, ils vont honorer mon prix. Si, au contraire, le prix était moins qu'ils anticipaient, ils vont descendre mon prix. Fait que c'était comme pour me permettre de ne pas avoir à attendre après ça, après le fait qu'il ait sorti ou pas leur itinéraire pour commencer à faire mon groupe. Puis d'avoir une sorte de garantie. On s'entend que, surtout les petits navires, si les gens se mettent à réserver un en arrière de l'autre, plus le navire se remplit, plus le prix augmente. Et tu ne veux pas que ton 20e passager qui vient avec toi paye le double du premier. Fait qu'en créant un groupe, ça nous permet d'avoir un prix beaucoup plus compétitif. Puis je vous le dis, là, pour avoir assisté à plein de présentations, notre prix, il est archi compétitif comparé à ce que j'ai lu là. Et j'ai aussi choisi un itinéraire qui donne 5 bonnes journées, 4 à 5 bonnes journées sur la péninsule antarctique. Tu peux avoir des itinéraires où tu as juste 3 jours. Il y a des itinéraires de 16 à 18 jours que je trouvais qui étaient quand même un peu longs. Fait que le meilleur moyen, la meilleure moyenne, c'est la 11 nuits. C'est pas vraiment 11 nuits, c'est 12 nuits parce qu'on arrive une nuit avant à Buenos Aires. On passe une nuit à Buenos Aires. Le lendemain, on prend un vol pour Ushuaia. De Ushuaia, on va visiter le parc national del Fuego. Ensuite, on va aller à Ushuaia pour prendre le navire. Passage de Drake qui va être une journée et demie. On met 2 jours, mais souvent, ça peut être seulement une journée et demie. On va aller au South Shetland Islands. On va faire une île dans le subantarctique après ou avant. Là, ça se peut que ça soit avant, ça se peut que ça soit après. OK? Parce que ça, c'est une idée, vu que les itinéraires ne sont pas sortis, je n'ai pas encore la date exacte en 2025. J'ai choisi janvier, mais je n'ai pas encore la date exacte. Et je ne sais pas si cette île-là va être avant ou après, mais ça ne change pas vraiment grand-chose dans l'expérience de toute façon. Quand on achète une croisière avec Atlas, toutes les inclusions sont là. Ça veut dire que boissons alcoolisées vont être inclus, café spécialité, service aux chambres, bâton de marche, binoculaire si on en avait besoin. On vous fournit une bouteille d'eau parce que sur les navires, il y a des fontaines pour remplir les bouteilles pour ne pas avoir de bouteilles de plastique, 0 bouteille de plastique sur ces navires d'expédition-là. Aussi, le vol nolisé à partir de Buenos Aires, je vous en ai parlé. Une nuit avant la croisière, présentation, toutes les présentations par les experts sont incluses, les excursions accompagnées en Zodiac sont incluses. Ça veut dire, du fait qu'on est moins que 200, on en a, règle générale, toujours au moins 2 par jour. Ça fait des journées occupées, là. Galapagos, une sortie le matin, on revenait, le temps de se reposer un peu, prendre un petit verre, des fois on en avait un autre, le dîner, parfois un autre. C'était entre 2 et 3 par jour qu'on va avoir de sortie. On s'entend que qu'est-ce qu'on va faire quand, on ne sait pas, parce que ça dépend de la température. Parka, bottes, les bottes sont prêtées, mais le parka, vous restez avec, vous partez avec. Et transport privé entre l'aéroport et le navire. La seule chose qui n'est pas inclue, c'est le vol de Buenos Aires à Montréal, les frais de l'Office de la protection du consommateur, fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage et les assurances si vous en avez besoin. Les prix, malheureusement, à Atlas sont en US. J'aurais pu vous faire une conversion, mais par souci que le taux de change peut changer, je les ai mis en US. Et ça inclut les taxes. Il n'y a pas de taxes
par-dessus ça. Fait que tout dépendant du type de cabine, ça part à 11 050 US par personne. Quand je vous dis que dans les présentations que j'ai assistées, la plupart sont nettement dans les 20-22 000 Canadiens par personne. Là, que ça donne en US, ça doit être environ 15-16 000 US par personne. Fait que c'est un prix qui est très compétitif. Comme je vous disais, si jamais au moment que les itinéraires vont sortir de façon officielle, le prix était pour être moins que ça. À ce moment-là, ils vont descendre mon prix. S'il était pour être plus que ça, ils vont honorer mon prix. Fait qu'ils me garantissent que c'est ce prix-là. La plupart des fournisseurs, des tours opérateurs exigent un dépôt de 20 à 25 du montant total au moment de l'inscription. Le dépôt avec Atlas, il est de 550 US par personne. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. Je vous dis, j'ai vraiment fait un gros travail de magasinage, un gros travail de négociation aussi, pour aller chercher le meilleur que je pouvais avoir pour ma gang à moi. S'il y a des gens qui veulent complète autre expérience, admettons, vous êtes quelqu'un qui voudriez faire une croisière qui vous amène en avion directement à la péninsule. À ce moment-là, ça serait autre chose. Je peux vous l'organiser aussi. Je vais faire le même travail et je vais magasiner ce qui est la meilleure option pour vous parce que c'est pas juste une question de prix, c'est une question d'avoir aussi la meilleure expérience possible. J'imagine qu'on n'est peut-être pas parmi la population qui ont l'intention d'y aller 5 fois, comme mon petit monsieur. Fait en ayant fait cet arrangement-là, je pense qu'on va être capable d'y aller une fois puis de dire, hey, check, je suis allée en Antarctique et j'ai vraiment eu une excellente expérience. Je veux juste être sûre que j'ai rien oublié. Ah oui, j'ai oublié. Dans la cabine, vous allez avoir aussi 400 US par cabine de crédit à bord et vous allez avoir une bouteille de champagne à l'accueil. C'est pas ça qui fait la grosse différence dans le choix du voyage, mais pourquoi pas? On va pouvoir avoir un petit cocktail ensemble et apprécier. Comme c'est en 2025, on a quand même du temps. Il n'y a personne qui est assis à prendre une décision absolument ce soir. Vous avez le droit d'y penser. Par contre, évidemment, vous avez le droit d'y penser, pas besoin de vous le dire. Par contre, on a un nombre limité de places. Fait que si jamais vous vous décidez l'année prochaine, je ne peux pas vous garantir que je vais avoir encore de la place dans le groupe pour nous accompagner. Je vous laisse les coordonnées si vous êtes intéressés. De toute façon, vous les avez déjà. Je vous ai déjà pas mal tous confirmés pour la présentation. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Je ne sais même pas si je vais les voir. Vous pouvez lever la main et poser vos questions. Y en a-tu? Les vois-tu, Simon, s'il y a des questions? Non. Rachel, elle a une question, je pense. Ah oui, go Rachel! Marie-Claude, je voulais juste te dire que si tu veux les traductions de tes noms de Manchot, puis oui! Ganette, puis tout ça, je pourrais te le faire. Ganette, c'est un fou, les fous de l'Antarctique. Les Manchots, tu en avais plusieurs qui n'étaient pas traduits. Ouais. J'ai toutes ces traductions-là, là, mais j'aurais besoin que tu m'envoies les noms de nouveau, là, mais je pourrais te faire ça. Oui, puis les manchots puis les oiseaux aussi que je ne savais pas, je n'étais pas certaine. Je voulais les manchots, pas...
les manchots, c'est des oiseaux. C'est Ouais. des oiseaux qui ne volent pas. Je suis Mais tu d'accord. avais Mais les Ganette, en tout cas, il y en avait quelques-uns Ouais. que j'ai notés là, que. Oui, ça me rendait service parce que quand je faisais des recherches sur Google, je n'étais pas sûre d'arriver sur le bon. Non, Fait c'est que ça. ça ne me tentait pas de les baptiser. Ouais. Fait que je savais qu'il y aurait quelqu'un pour me ramener dans le droit chemin si jamais il y avait. OK. On va arrêter l'enregistrement, mais vous pouvez quand même continuer à poser vos questions si vous en avez, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Tu laisses arrêter?